vous propose maintenant de passer à une section 4, un petit peu plus longue, extrêmement d'actualité. Section 4, les cas dans lesquels les pouvoirs de police sont renforcés. Section 4, les cas dans lesquels les pouvoirs de police sont renforcés. En temps normal, les pouvoirs de police sont contrôlés, on fait attention à la proportionnalité, les pouvoirs de police sont limités par l'idée même que se fait le droit administratif, qu'un pouvoir de police, c'est quand même une atteinte à la liberté. Mais vous comprenez bien que dans certaines hypothèses, le fait de prendre des mesures de police, eh bien, va être une garantie particulière dans des cas dans lesquels eh bien, il y a un risque généralisé. Vous allez vite comprendre de quoi je parle. Ces cas dans lesquels les pouvoirs de police sont renforcés vont se diviser en deux hypothèses. La première hypothèse, c'est des hypothèses prévues dans une série de textes constitutionnels et législatifs qui organisent ces renforcements des pouvoirs. Et puis une deuxième hypothèse, un groupe d'hypothèses qui s'appelle les circonstances exceptionnelles et qui est, elle, définie par le juge administratif. Alors, on va commencer par un paragraphe 1. Paragraphe 1. Le recours à des textes constitutionnels ou législatifs. Paragraphe 1. Le recours à des textes constitutionnels ou législatifs. Grand A, les textes constitutionnels. On va toucher à des choses que vous avez déjà vues l'an dernier, en première année de droit. Qu'est-ce que c'est que ces choses de première année de droit? Eh bien, c'est deux situations particulières où la Constitution prévoit elle-même qu'elle ne s'applique pas classiquement. Ça va d'abord être le cas de l'article 16. Les cas dans lesquels l'article 16 de la Constitution est mis en œuvre. Il y a un grand arrêt, 3 étoiles, au Gaja, à cet égard, Conseil d'État, Assemblée, 2 mars 1962, Rubin de Servins. R-U-B-I-N, de Servins, S-E-R-V-E-N-S. Rubin de Servins, Assemblée, 2 mars 1962. Alors, que se passe-t-il dans ces cas de l'article 16? Et que nous dit l'arrêt Rubin de Servins? Eh bien, il nous explique le contrôle du juge administratif sur les mesures et sur l'article 16. Que nous dit-il? D'abord que le juge ne peut pas contrôler la décision du président de la République de mettre en œuvre l'article 16. Il dit, si le président décide de mettre en œuvre l'article 16, moi, juge administratif, je ne contrôle pas cette mise en œuvre. C'est un pouvoir propre du président de la République qu'il va analyser, et vous verrez ça au second semestre quand vous ferez ce cours avec Pierre Égéa encore une fois, le cours des actes administratifs, il considère que c'est un acte de gouvernement. Un acte de gouvernement, c'est certains actes administratifs relativement rares, dans lesquels le Conseil d'État dit non, ça c'est trop politique, et donc je ne vais pas contrôler cet acte politique. Donc, la mise en œuvre de l'article 16 est un acte très politique, et le Conseil d'État dit non, je ne contrôle pas la mise en œuvre de l'article 16. En revanche, il va contrôler certaines mesures. Quand, dans le cadre de l'article 16, eh bien, le président va prendre des mesures, eh bien, il va en contrôler certaines. Le Conseil d'État nous dit, quand le président de la République prend des mesures dans le domaine de la loi, et vous savez que c'est le propre de l'article 16, vous l'avez vu l'an dernier, que le président de la République peut remplacer tout le Parlement, en réalité, et dire, dans les domaines de la loi, d'habitude, je n'ai pas le droit d'y prendre mes décrets, l'article 34 précise que c'est bien uniquement au Parlement de voter les lois dans certaines matières. Et bien là, dans le cadre de l'article 16, le président peut prendre des mesures dans le cadre de l'article 16. Eh bien, le Conseil d'État dit ça aussi, je ne veux pas contrôler. En revanche, lorsque le président de la République continue à prendre des mesures dans son pouvoir habituel, dans les matières qui sont les matières réglementaires, et bien là, le Conseil d'État dit, alors là, oui, je contrôle. Donc il ne contrôle pas la mise en œuvre de l'article 16, il ne contrôle pas les mesures du président prises dans le domaine de la loi, mais il veut bien contrôler les mesures du président prises, comme d'habitude, dans le domaine du règlement. Ça, c'est le cas de l'article 16 et de l'arrêt de 62 Rubin de Servins. Deuxième situation constitutionnelle, c'est l'article 36 de la Constitution qui fait appel à une notion, l'état de siège. Et cela constitue une belle transition parce que l'état de siège lui-même n'est pas précisé dans la Constitution, il n'y a qu'une référence à la Constitution, il est précisé dans la loi, et donc je peux passer à un grand B,
Grand B, les textes législatifs. Grand B, les textes législatifs. Bon, je viens d'en parler, on va l'aborder tout de suite. Petit 1, l'état de siège. Petit 1, l'état de siège. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un régime spécial qui a été mis en place par une loi du 9 août 1849. Loi du 9 août 1849, vous voyez qu'on est bien avant la Ve République. 9 août 1849, qui pose des conditions et qui fixe des pouvoirs qui sont obtenus quand ces conditions sont remplies, qu'on met en œuvre l'état de siège. Je vous explique. L'état de siège est décrété en Conseil des ministres, c'est-à-dire par le président de la République lorsqu'il est le mercredi ou un autre jour quand c'est vraiment grave, en Conseil des ministres. Et il va décréter l'état de siège. Il ne peut pas le faire tout le temps ou à tout moment. Qu'est-ce qu'il doit y avoir? Nous dit la loi du 9 août 1849, il doit y avoir un péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée. En somme, il faut absolument qu'il y ait soit une guerre civile qui naisse, soit des étrangers qui nous attaquent. C'est l'état de siège. Le président qui décrète l'état de siège, cette décision est valable pour 12 jours, et au-delà des 12 jours, eh bien, il faut une loi, il faut faire voter une loi pour le maintenir. Alors, vous comprenez bien pourquoi on fait ce genre de choses-là. On se fait attaquer. Il ne faut pas prendre le temps de voter une loi. Non, le président décrète l'état de siège et tout de suite prend des mesures. Ensuite, en quelque sorte, il va faire valider la prolongation par le Parlement dans les 12 jours qui vont suivre, si en 12 jours il n'a pas pu réduire à néant la guerre civile ou les ennemis qui attaquaient la France. Alors, quelles sont les mesures justement qui découlent de l'état de siège? La première, c'est que tous les pouvoirs de police sont transférés à l'armée. D'accord? Donc on a un pouvoir militaire qui se met en place, et ce pouvoir militaire a tous les pouvoirs de police. Et puis, on a une extension de ces pouvoirs de police de manière assez forte, c'est-à-dire que non seulement ils vont à l'armée, mais les militaires vont pouvoir faire des choses que les policiers d'habitude n'ont pas le droit de faire. Quelles choses? D'abord des perquisitions de jour comme de nuit. Ils ont le droit de rentrer chez les gens, perquisitionner, prendre tout ce qui est utile, vérifier qu'il n'y a pas des gens de l'intérieur qui risquent de porter atteinte à la sécurité. Et donc, par exemple, si c'est une guerre civile, ils peuvent aller fouiller à l'intérieur des maisons des gens dont ils craignent qu'ils soient du parti de la guerre civile. Deuxième chose, on va éloigner les non-résidents. C'est une chose qui étonne aujourd'hui, dans ces temps d'accueil des étrangers, mais en réalité, lorsqu'il y avait une guerre, auparavant, on n'hésitait pas à dire les étrangers, surtout ceux de la nationalité des ennemis, on va les emprisonner, on va les éloigner. Là, en l'occurrence, il s'agit de dire, tous ceux qui ne sont pas français vont peut-être être des ennemis, donc hop, on les renvoie chez eux, on les éloigne. Troisième mesure étendue, c'est l'obligation de remettre les armes et munitions à l'autorité militaire. Là encore, en cas de risque de guerre civile, on va permettre aux militaires de récupérer toutes les armes pour qu'il n'y ait pas des maquis qui se forment. Alors, évidemment, c'est aussi le cas quand l'armée n'a pas assez de munitions ou de fusils. Elle n'a pas encore le temps d'en construire parce qu'on n'est pas dans une guerre installée. Elle va récupérer les munitions de manière à s'assurer qu'on ait assez pour se défendre en cas d'une attaque extérieure. Vous voyez que ces mesures vont être un peu différentes selon qu'il s'agit d'une guerre civile ou d'une attaque extérieure. Et puis ensuite, quatrième renforcement des pouvoirs de police, l'interdiction des publications. On va contrôler la presse, on va mettre en place, comme dans toutes les guerres, une forme de propagande. Alors, c'est dans ces circonstances qu'a été pris l'un des arrêts les plus anciens et amusants du droit administratif. Il s'agit d'un arrêt du Conseil d'État du 28 février 1919, Dame, Dole, D-O-L, Dame au pluriel, D-A-M-E-S, Dole, D-O-L, et Laurent, comme le prénom. Conseil d'État, 28 février 1919, Dame, O, Dole et Laurent. Alors, je raconte un peu l'histoire. On a deux personnes qui exercent ce qu'on appelle communément le plus vieux métier du monde. Alors, je dois dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée du plus vieux métier du monde. À mon avis, il y avait des chasseurs, il y avait des cueilleurs avant d'avoir des prostituées, mais en l'occurrence, ces deux personnes, les dames Dole et Laurent, étaient des prostituées. Donc elles sont prostituées et elles travaillent à Toulon. Elles travaillent à Toulon aux abords de la Basse Maritime. C'est pratique, il y a plein de jeunes gens
seuls, dans plein de jeunes militaires qui sont dans cette base maritime, vous l'avez compris, pendant la Première Guerre mondiale. Mais il y a une décision qui a été prise pour que ces deux dames, Dole et Laurent, soient interdits de mener leur commerce à cet endroit-là. Pourquoi est-ce que l'autorité a pris cette mesure? Eh bien, ils avaient peur, évidemment, que sur l'oreiller, après avoir assouvi leurs besoins naturels auprès d'elles, les jeunes militaires leur racontent qu'ils allaient partir à tel ou tel endroit, avec tel ou tel bateau, avec tel ou tel capitaine. C'est-à-dire qu'ils avaient peur en réalité que les deux prostituées ne soient des espionnes au service de l'ennemi. Et donc ils ont interdit les prostituées auto. Il y a eu un recours contre cette mesure, et le Conseil d'État a dit, mais en réalité, on était dans un cas d'état de siège, et comme on est dans un cas d'état de siège, eh bien les mesures de police peuvent être renforcées, et l'autorité militaire a eu raison de leur interdire ce commerce. C'était possible. En temps normal, ça aurait été disproportionné, souvenez-vous d'Arrêt Benjamin, mais par les temps qui courent, par les temps de guerre, eh bien, en cas d'état de siège, eh bien, ça ne paraît pas disproportionné, et donc l'arrêté n'a pas été annulé. Deuxième type de renforcement par la loi des pouvoirs de police, c'est petit 2, l'état d'urgence. Petit 2, l'état d'urgence. L'état d'urgence est un petit peu plus tardif que 1849, un peu plus d'un siècle même de plus. C'est une loi du 3 avril 1955. Loi du 3 avril 1955. Cet état d'urgence a été inventé dans le cadre de la guerre d'Algérie. Pourquoi est-ce qu'on a été obligé en 1955 d'inventer ça? C'est que l'état de siège se décrète sur l'ensemble du territoire national et qu'on avait besoin de mesures un peu plus précises, qui ne pouvaient être que sur une partie du territoire, et avec de mesures plus adaptées. Donc le Parlement a inventé une nouvelle situation exceptionnelle, l'état d'urgence. Alors, vous allez voir la proximité malgré tout entre les deux. D'abord, cet état d'urgence est décrété en Conseil des ministres, par le président de la République, en Conseil des ministres, en cas de péril imminent, c'est-à-dire en cas de péril qui vient très très vite. Ces périls peuvent être soit des atteintes à l'ordre public, alors ce n'est pas une guerre civile de toute la nation, c'est un endroit où il y a des révoltes, voilà, ou même en cas de catastrophe naturelle. En cas de catastrophe naturelle, il peut y avoir un état d'urgence qui est décrété. La durée, comme pour l'état d'urgence, est de 12 jours, et comme pour l'état d'urgence, cette durée ensuite est prolongée par le Parlement. Vous voyez qu'on a vraiment copié-collé ces éléments-là, à part cette idée du péril imminent d'atteinte à l'ordre public ou de catastrophe naturelle. Alors, l'état d'urgence, je vous le disais, la grande spécificité, c'est qu'il peut n'être déclaré que sur une partie du territoire, par exemple pour la guerre d'Algérie, que dans les départements d'Algérie, et pas dans les départements qui sont sur les territoires métropolitains, donc sur la France actuelle. Alors, les autorités, deuxième différence, les autorités de police, restent les autorités de police de d'habitude. Les pouvoirs de police ne sont pas transférés à l'armée. Les autorités de police de d'habitude conservent leurs pouvoirs. Et là encore, il y a une extension des pouvoirs de police, mais pas exactement les mêmes qu'en état de siège. Quelle extension des pouvoirs de police? On peut restreindre la liberté de circulation, c'est-à-dire par exemple mettre en place des couvre-feux. Dire le soir à 8h, plus personne dehors. Donc les policiers vérifient, tournent, mais pour éviter qu'il y ait des débordements la nuit. Voilà. Deuxième type de mesure, ordonner la remise des armes. Là, vous voyez qu'on a une mesure qui est proche de celle de l'état de siège. Troisième mesure, contrôler la presse et l'audiovisuel et les spectacles. Contrôler la presse, l'audiovisuel et les spectacles. Vous remarquez qu'on est en 55, il y a l'audiovisuel, donc on le cite, alors qu'il n'est pas dans l'état de siège, c'est logique. Les spectacles aussi, c'est-à-dire qu'on va éviter, contrôler plutôt la propagande. Voilà, c'est ça, contrôler la propagande. Et puis, quatrième extension des pouvoirs de police, il peut y avoir une fermeture des lieux de réunion, des perquisitions, là encore dans des horaires étendus, l'assignation en résidence, c'est obliger des gens qui portent atteinte à l'ordre public à rester chez eux, et même la suspension des élections par un décret en plus spécial, supplémentaire. On peut même suspendre des élections. Alors, cet état d'urgence a été mis en œuvre plusieurs fois en France. D'abord, ça a été le cas en
en Algérie, où il faut bien dire que des pouvoirs ont quand même été transmis à l'armée. Et puis, par exemple, en 2005, contre les violences urbaines, ça avait été mis en place du 8 novembre 2005 au 3 janvier 2006. Mais surtout, vous avez vécu l'état d'urgence, puisque après les attentats de Charlie Hebdo, en France, il y a eu l'état d'urgence, avec de nombreux arrêts de droit administratif, dans lesquels les juges administratifs ont vérifié que les mesures de perquisition avaient été faites légalement dans le cas de l'état d'urgence. Alors vous avez peut-être entendu à l'époque certaines erreurs de la police, c'est pas transmis à l'armée, donc c'était la police normale qui agissait, mais la police a pu rentrer chez quelqu'un, défoncer la porte pour voir s'il n'y avait pas des gens qui préparaient un attentat terroriste, alors qu'il n'y avait rien du tout. Voilà, il y a quelques débordements. Alors c'est intéressant ces débordements. Loin de moi l'idée que la police fait des débordements quand elle a beaucoup trop de pouvoir. Et je ne suis pas par principe contre l'état d'urgence, qui me paraît une mesure de sécurité, pour sauver des situations qui seraient beaucoup plus périlleuses sinon. Néanmoins, c'est intéressant de voir à quel point le rôle du juge de contrôle va être important. Et le fait que quand on donne plus de pouvoir à la police, eh bien on a plus facilement directement des atteintes aux libertés. C'était le but. Le but, c'est on accepte plus d'atteintes aux libertés parce qu'on est en état d'urgence et parce qu'il y a un risque, un péril imminent. Mais en même temps, on voit bien que plus on donne des pouvoirs de police, plus tout de suite les libertés sont atteintes. D'accord ? Voilà, donc là, on a des exemples intéressants. Et puis, on va avoir un troisième cas important, et là pour le coup d'actualité au maximum, c'est le petit 3, l'urgence sanitaire. L'urgence sanitaire. Alors l'urgence sanitaire, les situations d'urgence sanitaire ont fait l'objet d'une grosse réforme avec la loi 2020-290 du 23 mars 2020, appelée loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Loi du 23 mars 2020, numéro 2020-290, loi du 23 mars 2020, numéro 2020-290, loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Alors, cette loi a en fait rajouté à une loi d'avant en constituant deux différents régimes d'urgence sanitaire. Le premier, c'est les menaces sanitaires, et on va le voir, elles sont réglementées par elles sont organisées par les articles L3131-1 à L3131-11, L3131-1 à L3131-11 du Code de la santé publique, et création avec cette loi d'une deuxième situation d'urgence sanitaire, l'état d'urgence sanitaire, des articles L3131-12 à L3131-20, l'état d'urgence sanitaire des articles L3131-12 à L3131-20. Donc deux choses, les menaces sanitaires d'abord et l'état d'urgence sanitaire ensuite. Alors petit a, les menaces sanitaires. C'est l'article L3131-1 jusqu'à 11 du Code de la santé publique, qui avait été créé par une loi du 5 mars 2007. Qu'est-ce que c'est que cette loi du 5 mars 2007 ? En fait, vous avez entendu parler, c'est la loi qui luttait contre la grippe aviaire de 2007, la H5N1. À l'époque, vous en avez entendu parler au début de la crise de la Covid-19, puisque à l'époque, on avait fait des réserves de masques, on avait acheté beaucoup de vaccins qui ont été utilisés, qui ont été perdus, mais il y avait eu une réaction assez forte du ministre grâce à ce texte. Alors, on va voir quand, quelle autorité, différents éléments sur ces menaces sanitaires. Alors déjà, quand est-ce qu'on prend des mesures dans le cadre des menaces sanitaires ? D'abord, le texte de l'article 31-31-1 nous dit que c'est en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas d'épidémie. Les choses sont simples. Une épidémie, et à l'époque il n'y avait que ça, on n'avait pas d'épidémie très grave ou pas grave, en cas d'épidémie, quand il y a des menaces sanitaires graves, qui appellent des mesures d'urgence. On doit agir vite. Alors, la loi de 2020, la loi du 23 mars 2020, a augmenté ces cas. Il y a une autre hypothèse dans laquelle on peut être dans le cas de menaces sanitaires, c'est à la fin de l'état d'urgence sanitaire. À la fin de l'état d'urgence sanitaire, pour assurer la disparition durable de la crise sanitaire, nous dit le texte,
pour assurer la disparition durable de la crise sanitaire, alors on peut retourner avec des situations de menaces sanitaires. D'accord? C'est comme un premier cran, si vous voulez, puis un dernier cran. On peut passer de menaces sanitaires à état d'urgence sanitaire, puis de nouveau menaces sanitaires, avec des pouvoirs de police renforcés, puis très renforcés avec l'état d'urgence sanitaire. Alors, quelle autorité est chargée de ces pouvoirs en cas de menace sanitaire? Eh bien, c'est le ministre chargé de la Santé. Le ministre chargé de la Santé, qui peut éventuellement transférer des pouvoirs aux représentants de l'État territorialement compétent, qui est habilité par le ministre donc. Ce représentant de l'État territorialement, eh bien on peut avoir le préfet quand c'est dans un département, mais aussi tout simplement le maire quand l'épidémie à laquelle il faut réagir de manière urgente est tout simplement dans une commune. Que fait le ministre de la Santé? Il peut prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles, y compris pour viser une seule personne ou quelques personnes. Alors comment est-ce qu'on prend l'état d'urgence, la menace sanitaire? La menace sanitaire est prise par arrêté motivé, c'est-à-dire un arrêté du ministre de la Santé disant on est en cas d'urgence sanitaire et je vais prendre des mesures. Ensuite, le ministre de la Santé peut prendre des mesures réglementaires et individuelles, transférer la possibilité de prendre des mesures réglementaires et individuelles au préfet. Et attention, il y a des garde-fous dans la loi. Lorsque le préfet prend des mesures individuelles, alors, eh bien, ces mesures font l'objet d'une information au procureur de la République. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on interdit à quelqu'un, parce qu'il est malade, de sortir, on l'oblige à rester chez lui, on comprend bien qu'on ne commence pas à porter atteinte à des libertés par un simple arrêté ministériel. Et dans ce cas-là, le fait de prévenir le procureur de la République, c'est permettre une protection par le juge judiciaire d'une mesure de police qui serait trop forte. Voilà. Là, on n'est pas dans la police judiciaire, on a le procureur de la République qui vient agir comme gardien des libertés. Je vous avais dit qu'on considérait parfois dans le droit français que le gardien des libertés était le juge judiciaire. Alors, qu'est-ce qu'il peut prendre comme mesure? Alors, le texte nous dit que le ministre de la Santé, ou le préfet quand il l'a délégué, peut prendre toute mesure proportionnée au risque encouru et appropriée aux circonstances de temps et de lieu, afin de prévenir ou de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Je répète, il peut prendre toute mesure proportionnée au risque encouru. Vous voyez qu'on a la proportion qu'on retrouve dans l'arrêt Benjamin, toute mesure proportionnée au risque encouru et appropriée aux circonstances de temps et de lieu, donc adaptée, afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. Aucune mesure précise n'est prévue par le texte. L'idée, c'est précisément de faire du cas par cas, de dire au ministre de la Santé, vous avez le droit de prendre la mesure la plus adaptée, en faisant vraiment attention à ce qu'elle soit proportionnée, adaptée au cas. Mais en l'état de vos connaissances au moment où vous prenez la mesure, votre but, c'est d'éviter les menaces sur la population. Voilà. Alors, ces menaces peuvent être réglementaires ou individuelles, donc c'est bien les mises en quarantaine, le maintien en isolement de personnes affectées, ou ce genre de choses-là. Quand ce sont des mesures individuelles, alors là, le texte prévoit qu'il va y avoir des garanties. Des garanties, c'est-à-dire que quand le ministre de la Santé va prendre des mesures contre quelqu'un en particulier, il va devoir respecter des conditions qui sont celles de l'état d'urgence sanitaire. Le texte, lui, apporte deux garanties en plus. Un, les données qui sont collectées à l'occasion de ces mesures. Qui est le patient zéro? Qui est le premier à avoir eu la maladie? Comment est-ce que c'est arrivé? Quel pangolin il faut attaquer? Eh bien, ces données-là doivent être confidentielles. Et puis, quand le préfet a donné du pouvoir au ministre, c'est l'inverse. Et puis, quand le ministre a donné du pouvoir au préfet, eh bien, tout simplement, le préfet a une obligation de rendre compte au ministre. Tout ce qu'il fait, il doit le dire au ministre. Ça ne donne pas un pouvoir local fort au préfet. Voilà. Ça, toutes ces conditions, c'est les menaces sanitaires de l'article L31.1 à 11 du Code de la santé publique. Mais il y a des hypothèses dans lesquelles c'est plus grave. Dans ce cas-là, on va parler, petit b, de l'état d'urgence sanitaire. Petit b, l'état d'urgence sanitaire. Quelles sont les conditions de l'état d'urgence sanitaire? Eh bien, on va les avoir aux articles L31.12
et suivants, à 20 donc, du Code de la santé publique. L'article L3131-12 nous dit « L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire ». Et vous voyez que dans cette mesure-là, tout ou partie du territoire, ça vous fait évidemment penser à l'état d'urgence qui est sur tout ou partie du territoire, alors que l'état de siège est seulement sur tout le territoire. Donc l'état d'urgence sanitaire, c'est tout ou partie du territoire. On pourrait au fond se contenter de dire, eh bien l'état d'urgence sanitaire, on va le faire que sur le sud-ouest, ou en l'occurrence pour la Covid, que dans l'est de la France, si ça avait vraiment commencé là, et si on avait eu une situation que là. Donc l'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire en cas, je cite, de catastrophe sanitaire mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de population. En cas de catastrophe sanitaire mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population. C'est difficile à percevoir, mais vous voyez qu'entre les deux hypothèses de menace sanitaire et d'état d'urgence sanitaire, il y a une petite différence d'écriture du texte. Dans la menace sanitaire, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence. D'accord? Menace sanitaire grave. Dans l'état d'urgence sanitaire, on va avoir la référence à une catastrophe sanitaire, c'est pas une état grave, c'est une catastrophe sanitaire mettant en péril par sa nature et sa gravité la santé de la population. Vous voyez qu'on voit bien que la menace sanitaire est une situation plus simple, moins grave, et que l'état d'urgence sanitaire, c'est vraiment la grosse épidémie. Okay? Alors, là encore, quelle forme, quel contrôle? Quelle forme prend cette mise en place de l'état d'urgence sanitaire? Il est déclaré en Conseil des ministres, pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé. Donc c'est encore une fois le président de la République qui a le pouvoir de mettre en place cet état d'urgence naturelle, et il le fait après un avis du ministre de la Santé, qui a pu avoir des données scientifiques. Ce décret donc, du président de la République, qui va déterminer quels endroits du territoire national sont touchés, soit l'ensemble du territoire, soit quel endroit du territoire, et quand est-ce qu'il entre en vigueur aussi. Quel contrôle? Il y a deux types de contrôle de manière un peu originale sur cet état d'urgence sanitaire. D'abord un contrôle par la population, figurez-vous. Contrôle par la population, puisque, et vous allez voir que tous ces textes renvoient à ce que nous vivons en ce moment, contrôle par la population parce que la loi prévoit que les données scientifiques disponibles sont rendues publiques. Donc, tout ce qui est point de presse du directeur général de la santé qui disait on en est là, voilà combien de cas, voilà les études nous font croire que ça se transmet comme ça. Eh bien tout ça, c'est écrit dans la loi, on doit prévenir le peuple. Quand vous voyez les complots type Gilets jaunes qui s'en sont suivis, on se dit que ce n'est pas forcément le meilleur moyen et que certains ne croient pas à cette information officielle, mais il y a une obligation légale qui engagera la responsabilité de ceux qui ont fait des mauvaises informations, des fausses informations à la matière, eh bien, qui est obligatoire. On a une obligation de donner les données scientifiques disponibles. Disponibles, ça ne veut pas forcément dire les vraies, c'est celles qu'on a. D'accord? Donc, parfois, il s'avérera plus tard que ce n'est pas les bonnes, mais on ne pouvait pas le savoir à l'époque. Ensuite, contrôle par la population et aussi contrôle par les assemblées parlementaires. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai de toutes les mesures prises par le gouvernement. Donc le gouvernement prend des mesures au titre de l'état d'urgence sanitaire et on informe toujours le Parlement. Quand le Parlement, Sénat et Assemblée nationale ne se sentent pas assez informés, ils peuvent eux-mêmes demander au gouvernement toutes les informations complémentaires qu'ils le veulent. Des statistiques, des nombres de cas, les mesures prises, etc. Alors, comment est-ce qu'on proroge, comment est-ce qu'on allonge cet état d'urgence sanitaire? La prorogation de l'état d'urgence sanitaire, le décret du président de la République, dure 1 mois, pas 12 jours comme les autres hypothèses. À chaque fois, je vous ai dit c'était 12 jours, état de siège, état d'urgence. Là, ce n'est pas 12 jours, c'est 1 mois. Donc, la première décision du président de la République dure 1 mois, et après 1 mois, la prorogation est autorisée par la loi. Donc, on a là encore un vote du Parlement, mais après avis du comité scientifique. Et vous savez, on entend souvent parler de ce comité scientifique en ce moment à la télé. Eh bien, ce comité scientifique est prévu à l'article L3131-19 du Code de la santé publique. L3131-19 du Code de la santé publique.
La loi qui proroge va fixer elle-même pour combien de temps c'est prorogé. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, en fonction de l'importance de l'épidémie, vous l'imaginez. Alors, si en revanche l'épidémie se finit avant, comme l'état d'urgence sanitaire est une loi d'exception, eh bien malgré tout, le président de la République peut par simple décret mettre fin à l'état d'urgence. Donc on a le Parlement qui est incité à faire un peu plus long, parce que de toute façon, le président de la République peut l'arrêter si l'épidémie s'arrête avant. D'accord? Voilà. Alors, la question qui se pose, c'est quelles sont les mesures que l'on peut prendre lorsque on est en état d'urgence sanitaire, et notamment qui? Alors qui? C'est principalement le Premier ministre. Les grandes mesures d'état d'urgence sanitaire sont prises par le Premier ministre, et d'ailleurs vous le voyez actuellement. Actuellement, on a un fort rôle du Premier ministre qui est passé à la télé, et les deux premiers ministres, et qui sont passés à la télé, qui ont expliqué leurs mesures, qui ont expliqué pourquoi ils les prenaient, qui se sont fondés sur le comité scientifique de l'article 31-31-19. Alors ces mesures, elles vous faire rigoler parce que dans le texte, on voit exactement tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Toutes les mesures actuelles sont déjà écrites dans le texte du Code de la santé publique. Quels sont ce type de mesures? D'abord, restreindre les circulations des véhicules. Et ça vous fait penser aux hypothèses que l'on a vécues, où on n'avait pas le droit d'aller à plus de 100 km en voiture. Voilà, c'est restreindre la circulation des véhicules. Ensuite, les confinements. Rendre possible le confinement. Confinement que nous avons eu, confinement que l'on espère ne plus avoir. Mesure aussi de quarantaine. Alors, mesure de quarantaine, il faut voir que les textes actuels prévoient aussi de lutter contre les violences conjugales. C'est-à-dire que les textes actuels prévoient que lorsqu'il y a eu des cas de violence conjugale, eh bien, les gens qui sont mis en quarantaine ne sont pas mis ensemble en quarantaine. La femme qui a été battue par son mari, ou plus rarement l'autre hypothèse, eh bien, ne sont pas ensemble en cas de quarantaine. Ça va être aussi la fermeture d'établissements recevant du public. Inutile de faire référence aux bars qui actuellement sont fermés jusqu'à 22h, mais aussi à la fermeture des salles de sport, ou à la possible fermeture des universités, ou au contraire à la réouverture. Là, vous avez des mesures de fermeture ou d'arrêt de la fermeture de l'établissement recevant du public. L'interdiction des rassemblements, et vous savez aujourd'hui que quand on crée des petits groupes, quand on se met ensemble, y compris dans un bar, on ne peut être qu'à 10 personnes aujourd'hui. En Belgique, même s'ils ne sont évidemment pas soumis à notre droit, il y a même eu des hypothèses où le gouvernement a dit non, vous ne pouvez être même chez vous que 5 ou 6. Il n'y a évidemment pas de contrôle, mais n'empêche que c'est aussi l'interdiction des rassemblements. Encore plus, le rassemblement, vous savez qu'en ce moment, c'est 1000 personnes, qu'avant ça a été 5000 personnes. Il y a eu des problèmes avec le Puy du Fou, qui avait un peu contourné la règle, plus ou moins autorisé par le préfet à contourner la règle en faisant plusieurs fois 5000, ce qui évidemment fait plus que 5000. C'est aussi le cas de Roland Garros, qui est limité à 1000 spectateurs, c'est-à-dire quasiment rien avec le stade et les équipes sur l'ensemble du site de Roland Garros. On a aussi des réquisitions de biens qui sont utiles, et là encore, on pense aux réquisitions de masques, puisque c'est ce qu'a fait le gouvernement au début de l'épidémie, au début du confinement. Eh bien, ils ont réquisitionné, ils ont pris tous les stocks de masques pour être sûr que ces masques iraient en priorité à qui? Aux soignants qui n'en avaient pas et qui risquaient vraiment de tomber malades avant que les masques n'arrivent en quantité. Et puis, il peut y avoir un contrôle des prix. Alors, vous avez dit, mais on n'a pas vu de contrôle des prix. Si, si, vous avez vu un contrôle des prix, notamment le prix des gels hydroalcooliques et le prix des masques a été mis à un maximum, à un moment, même encore maintenant. Gel hydroalcoolique et masques ont été mis à un prix maximum. Pourquoi? Pour éviter les profiteurs. Il est évident, quand il n'y a pas assez de masques, eh bien, que vont faire certains? Eh bien, ils vont les vendre 30, 40, 50, 60, 70 euros. Donc, pour éviter les profiteurs de guerre, les profiteurs de crise, il y en a toujours, avec une moralité vacillante, eh bien, le gouvernement peut prendre des mesures de prix maximum et ou de prix minimum, bref, de fixer les prix. Alors, ça, c'est pour le pouvoir du Premier ministre. Vous voyez qu'en cas d'état d'urgence sanitaire, le Premier ministre a vraiment beaucoup de pouvoir. Il y a aussi des pouvoirs entre les mains du ministre de la Santé. Le ministre de la Santé peut prendre, je cite le texte de l'article L3131-16 du Code de la santé publique, L3131-16 du Code de la santé publique, le Premier ministre de la Santé peut prendre toute mesure réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du système du dispositif de santé. Organisation et fonctionnement du dispositif de santé. Donc c'est lui qui va répartir les lits, c'est lui qui va créer des nouvelles
situation de réanimation pour ce qui concerne la Covid-19, mais ça pourrait être d'autres choses pour d'autres épidémies. C'est lui qui va renforcer le rôle des agences régionales de santé. Vous ferez ça dans un cours de santé publique en Master 1. Le tout, nous dit le texte, c'est qu'il n'empiète pas sur les pouvoirs du Premier ministre. Donc le ministre de la Santé a, vous le voyez, des pouvoirs exceptionnels de police spéciale, comme c'est le cas du Premier ministre, de la police spéciale extrêmement puissante en cas d'état d'urgence sanitaire. Alors, ces deux autorités, le ministre de la Santé et le Premier ministre, peuvent habiliter le représentant de l'État territorialement compétent, c'est-à-dire le préfet ou le maire, de manière à avoir une partie de ces pouvoirs. Et vous savez que les préfets en ce moment ont énormément de pouvoirs pour adapter localement des mesures. Évidemment, ces mesures prises par les préfets sont prises après un avis du directeur régional de la santé, l'agence régionale de la santé, pour garantir l'adéquation entre la situation sanitaire, l'expertise scientifique, et puis la mesure de police. Donc voilà, vous voyez, je me suis étendu assez longuement sur l'état d'urgence sanitaire et la menace sanitaire, parce que ces urgences sanitaires en général, ce petit 3, correspondent quand même à de l'actualité brûlante et vous permettront de comprendre une grande partie des mesures et qui prend quoi en ce moment. Comme je vous l'ai dit, dans son pouvoir de police, déjà à un autre moment, comme je l'ai dit à un autre moment, eh bien, le maire lui-même peut localement, éventuellement, renforcer ces mesures du maire ou du préfet, ou la plupart du temps, le maire dit qu'il en a parlé avec le préfet. Ça se fait en concertation entre le maire et le préfet pour que le préfet prenne des mesures qui plaisent au maire, mais ça n'est pas toujours le cas. Non plus, il n'y a pas d'obligation, ce n'est pas le maire qui a ces pouvoirs-là. Vous le voyez, c'est le Premier ministre et le ministre de la Santé, éventuellement transférés au préfet ou au maire quand c'est très local, mais une épidémie, on voit mal l'hypothèse dans lesquelles on va transférer au maire des pouvoirs. Ça se pose rarement sur une seule commune. Alors ça, ce sont les cas de renforcement des pouvoirs de police faits par la loi ou par la Constitution. Il y a une situation un peu à part et purement jurisprudentielle, c'est le paragraphe 2. Paragraphe 2, la théorie des circonstances exceptionnelles. Vous pouvez mettre circonstances exceptionnelles entre guillemets. La théorie des circonstances exceptionnelles entre guillemets. Cette théorie jurisprudentielle est extrêmement pragmatique. Le juge administratif estime que certaines circonstances de crise qui ne correspondent pas à des cas qu'on a détaillés ci-dessus, eh bien certaines circonstances de crise peuvent permettre au droit de s'adapter, avec dans l'idée que plus la circonstance est exceptionnelle, eh bien en réalité, plus l'atteinte aux libertés peut l'être aussi. Voilà. Donc une sorte d'adéquation du contrôle du juge administratif aux circonstances exceptionnelles. Le premier grand arrêt en la matière est un arrêt du Conseil d'État, du 3 étoiles, un grand arrêt, du 28 juin 1918, RIS. Conseil d'État, 28 juin 1918, RIS, H-E-Y-R-I-E-S. H-E-Y-R-I-E-S. Alors, dans cet arrêt, c'est le président de la République, qui, on est pendant la Première Guerre mondiale, le président de la République qui a pu suspendre par décret l'application d'une loi pendant la guerre 14 afin de garantir la continuité des services publics. C'est une chose assez étonnante, surtout quand on fera à la fin de l'année la hiérarchie des normes, mais déjà avec ce que vous avez vu, vous pouvez savoir qu'il n'est pas normal qu'un décret suspende une loi. La loi est au-dessus du décret. Donc le décret peut appliquer la loi, mais ça ne peut pas le suspendre. Donc, en l'occurrence, le président de la République avait pris un décret en disant « je suspends la loi parce que pour garantir la continuité du service public, eh bien, c'est nécessaire. » Devant le Conseil d'État, dans la RIS, le Conseil d'État a dit « oui, effectivement, on était dans un cas de circonstances de guerre, ce sont des circonstances exceptionnelles, dit-il, et donc je vais rendre légal le fait de suspendre une loi, puisque c'est qu'une suspension, par un décret. » C'est une chose bizarre. Alors, bien entendu, comme son nom l'indique, cette théorie joue exceptionnellement. Les circonstances exceptionnelles se doivent de rester exceptionnelles. Mais elle a une importance non négligeable pour l'adaptation de situations locales. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement nationalement que ça va jouer, c'est plutôt localement. Et on va avoir des renforcements ponctuels du pouvoir du maire, c'est-à-dire une mesure qui normalement a été illégale va devenir légale en fonction du caractère exceptionnel d'une situation locale.
notamment en cas de péril grave, imminent, le maire va prendre une situation qui normalement serait illégale et que le Conseil d'État va considérer, après, quand ça va aller devant lui, comme parfaitement légal. Alors, je vous donne un exemple avant tout, eh bien, c'est un arrêt du Conseil d'État, un arrêt une étoile, hein, c'est illustratif, Conseil d'État, 18 mai 1983, RODES, R-O-D-E-S, Conseil d'État, 18 mai 1983, RODES. Dans cet arrêt RODES, il s'agissait de l'éruption de la Soufrière, un volcan en Guadeloupe. Et donc, ce volcan a une éruption, bah, le maire prend des mesures, et le Conseil d'État va dire, bah oui, on était en pleine éruption, il y a eu des centaines de morts, les mesures auraient pu être illégales en temps normal, mais en cas d'éruption, bah, je vais considérer que toutes ces mesures du maire sont légales. Voilà. Alors attention, parce que le maire contrôle, le Conseil d'État, attention, parce que le Conseil d'État contrôle quand même. Le Conseil contrôle, il fait un contrôle de proportionnalité, mais dans sa proportionnalité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre en compte les circonstances exceptionnelles. Il va dire, dans ces circonstances très exceptionnelles, bah, la mesure était proportionnée. Mais s'il n'y a pas de proportionnalité avec le caractère exceptionnel, il peut décider qu'une mesure, dans un cas de circonstances exceptionnelles, va quand même être illégale, je vous rassure. Chers étudiants, c'est sur ces derniers mots que nous finissons notre titre premier sur la police administrative et que nous allons enchaîner ensuite par notre titre 2 sur le service public. J'étais ravi de faire cette police administrative avec vous. À tout de suite.